Bienvenue. Le silence ici a un prix, et la vérité se cache souvent dans l'ombre. C'est Yodi, et je vous présente aujourd'hui ma série « L'enquêteur de l'ombre », Marco Grazzi. Si vous aimez le contenu, je vous invite à le partager avec vos proches. Londres était grise ce matin-là, comme à son habitude chaque matin de novembre. Grise dans son ciel bas, dans les pavés de ses rues humides de brouillard, et même sur les visages des passants qui se hâtaient vers leur travail, tête baissée, silencieux comme des fantômes. Mais Marco Grazzi connaissait un petit secret sur le gris. Il savait que le gris n'était pas une seule couleur. Le gris est le bleu qui en a assez d'être bleu, le brun qui a peur d'être brun. Et parfois, dans de rares moments dangereux, le gris est rouge, lorsqu'il essaie de ne pas se faire voir. Comme ce matin. Marco s'arrêta devant l'imposante porte du musée national, portant son long manteau couleur châtaigne foncé et une écharpe italienne couleur cornaline qu'il avait enroulée avec une élégance négligée autour de son cou. Ses cheveux noirs étaient légèrement plus longs que ce qui convenait à un homme de 32 ans dans le Londres victorien, et ses yeux sombres portaient cette lueur que l'on remarque chez les étrangers, la lueur de celui qui voit les choses autrement. Il poussa la lourde porte en bois qui grinça faiblement comme un soupir d'ancien bâtiment dérangé dans son sommeil. À l'intérieur, l'inspecteur Edward Blackwood l'attendait. Un homme d'une cinquantaine d'années, petit de taille, large d'épaules, au visage anglais sévère, ridé par de fréquents froncements de sourcils et de rares sourires, il se tenait à côté d'une imposante colonne de marbre, main derrière le dos, regardant sa montre en or avec une impatience évidente. « Monsieur Grazzi, dit Blackwood d'une voix sèche, sans lever les yeux de sa montre, vous êtes en retard. » Marco esquissa un léger sourire et répondit avec son accent italien marqué. « J'étais en avance, en réalité, inspecteur, mais le brouillard londonien, c'est une femme jalouse, comme vous le savez. Elle n'aime pas partager le matin avec qui que ce soit. » Blackwood soupira de manière audible, puis se tourna vers le long couloir menant aux salles intérieures. « Gardez vos poèmes italiens pour un autre moment, Grazzi. Nous avons un problème. »« Un vol ?» demanda Marco en le suivant d'un pas tranquille. Blackwood s'arrêta un instant, puis se tourna vers lui avec un regard étrange, un mélange de perplexité et de contrariété. Pire que ça, un tableau refuse de rester comme il est. Marco haussa un sourcil. « Eh bien, inspecteur, ça, c'est intéressant. » Ils traversèrent les couloirs vides du musée, bordés de statues en marbre de dieux grecs et romains, et de murs décorés de grandes peintures représentant d'anciennes batailles et des rois oubliés. Leurs pas résonnaient dans le silence lourd, et Marco remarquait, comme à son habitude, les petits détails. Une bougie éteinte depuis des heures, dont l'odeur de fumée flottait encore dans l'air, une petite tache de boue sur le tapis persan, une légère éraflure sur le cadre d'une fenêtre. Tout parlait, tout chuchotait. Ils arrivèrent enfin dans une grande salle à plafond voûté, d'où pendait un immense lustre en cristal. Au milieu du mur opposé, seul, éclairé par la faible lumière d'une vieille lampe à gaz, se trouvait une peinture. Marco s'arrêta, et, pour la première fois depuis son entrée au musée, il se tut, complètement. Marco s'approcha du tableau lentement, comme on s'approche d'une personne endormie, de peur de la réveiller. C'était une toile de taille moyenne, encadrée de bois sombre, sculptée de délicats motifs végétaux. Et au centre, une femme. Une femme, assise sur une simple chaise en bois, vêtue d'une robe bleu nuit, en lourd satin, les mains posées calmement sur ses genoux. Ses cheveux noirs étaient soigneusement tirés en arrière, et sur son front reposait un petit diadème de perles ternes.
Son visage était pâle, ses traits nobles et précis, comme sculptés dans du marbre blanc. Mais ce qui attirait vraiment l'attention, c'étaient ses yeux. Marco se posta devant la toile, les mains derrière le dos, la tête légèrement inclinée vers la gauche, et ses yeux glissèrent lentement, lisant le tableau comme d'autres lisent des livres. « Belle !» murmura-t-il enfin, mais il y a quelque chose de brisé. Blackwood s'approcha et dit d'un ton pressé « Le personnel affirme que le sourire a disparu. Il y avait un léger sourire sur ses lèvres il y a une semaine, et maintenant plus rien. » Mais Marco ne regardait pas la bouche, il regardait les yeux. « L'œil gauche, dit-il calmement, vous regarde directement, mais l'œil droit regarde quelque chose derrière vous. » Blackwood se retourna brusquement, comme s'il s'attendait à trouver quelqu'un derrière lui, mais il ne vit que le mur vide. Marco esquissa un sourire pâle. « Pas maintenant, inspecteur. Je parle du moment où elle a été peinte. Ce n'est pas la posture d'une femme posant pour un portrait, c'est la posture d'une femme qui observe un secret. » Il sortit de sa poche un petit carnet de cuir et un crayon fin, puis se mit à dessiner avec des mouvements rapides et précis, lignes, ombres, angles. « Et l'ombre ici, sous la mâchoire. Regardez, inspecteur. Vous la voyez ?» Blackwood s'approcha, fixa l'endroit, puis secoua la tête avec découragement. « Je vois une ombre tout à fait normale. »« Non, » dit Marco en posant doucement son doigt sur la vitre protectrice. « Ce n'est pas une ombre, c'est de la peinture. Une couche ajoutée par-dessus une autre. La couleur est légèrement plus sombre que le reste du visage. Et la limite, trop nette. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul pinceau. C'est l'œuvre de deux mains différentes. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus basse « Une main la peignit lorsqu'elle était vivante, et une autre lorsqu'elle ne l'était plus. » Blackwood resta silencieux, puis demanda avec prudence « Alors, c'est un faux ?» Marco se tourna lentement et regarda l'inspecteur avec des yeux calmes. « Non, inspecteur, ce n'est pas un fou. » Un court silence. Puis il ajouta « C'est un aveu. » Au deuxième étage du musée, dans une petite bibliothèque froide qui sentait le papier ancien et le cuir craquelé, Marco était assis devant une table en bois couverte de registres volumineux et de dossiers jaunis. Mademoiselle Evelyn Grant, l'archiviste du musée, se tenait à côté de lui, une femme d'une cinquantaine d'années, fine, portant de petites lunettes dorées et les cheveux gris strictement tirés en arrière. Elle parlait d'un ton académique précis, comme quelqu'un qui récite un livre appris par cœur. Le tableau est connu sous le nom de la Donna senza sorriso, la dame qui ne souriait pas. Il a été peint par l'artiste italien Alessandro Moretti en 1805. Marco leva les yeux du registre et demanda « Moretti, un nom florentin, n'est-ce pas ?»« Exactement. C'était une étoile montante à Florence. Il peignait des portraits pour des nobles, des cardinaux, même pour le pape lui-même. Mais ce tableau fut sa dernière œuvre. » « Sa dernière œuvre ?» Mademoiselle Grant acquiesça, puis tourna une page dans l'un des vieux registres. « Il a disparu la nuit même où il a terminé la toile. On n'a jamais retrouvé son corps. Il n'a laissé aucune lettre, rien. L'année suivante, en 1806, le tableau est apparu dans une maison de vente londonienne et a été acheté par un noble anglais. À sa mort, sa famille en a fait don au musée. » Elle se tut un instant, puis ajouta d'une voix plus basse, comme si elle révélait un secret, « Mais il existe une rumeur. » Marco haussa un sourcil. « Les rumeurs sont souvent plus honnêtes que les faits, mademoiselle Grant. Je vous écoute. » Elle hésita un moment, puis dit « Les personnes qui ont vu le tableau à Florence, en 1805, affirmaient que la femme souriait, un léger sourire, délicat, comme si elle connaissait un secret que personne d'autre ne connaissait. » Elle marqua une pause, puis poursuivit
Mais lorsque la toile est arrivée à Londres, en 1806, le sourire avait disparu. Marco referma lentement le carnet et regarda la petite fenêtre qui donnait sur le ciel gris de Londres. « Les sourires ne disparaissent pas, mademoiselle Grant. Ils sont effacés. » Le bureau de Sir Clayton était d'un luxe ostentatoire. Des murs lambrissés d'acajou sombre, un lourd tapis persan et un immense bureau en chêne poli surmonté d'une collection de petites statues en bronze et d'une vieille horloge dorée. Derrière le bureau trônait Sir Reginald Clayton, un homme d'une soixantaine d'années, grand, mince, aux cheveux argentés soigneusement peignés en arrière et à la barbe blanche parfaitement taillée. Il portait un élégant costume noir et sur sa poitrine pendait une chaîne en or au bout de laquelle se balançait une luxueuse montre à gousset. À ses poignets, des boutons de manchette en or incrustés de petites pierres rouges. Il se leva lorsque Marco entra et tendit la main avec un sourire professionnel glacial. « Monsieur Grazzi, bienvenue. Je vous assure que ce musée possède les normes de sécurité les plus élevées de... » « Vos boutons de manchette, » l'interrompit calmement Marco, sans lui serrer la main. « Pardon ? Vos boutons de manchette, » répéta Marco, en faisant un pas en avant, les yeux rivés sur les poignets de l'homme. « Magnifique. De l'or, n'est-ce pas ? Avec, comment dites-vous en anglais, de petits rubis rouges. »« Oui, » répondit Clayton avec prudence. « Un cadeau d'un collectionneur reconnaissant, peut-être. » Clayton garda le silence. Son visage resta impassible, mais ses yeux bougèrent rapidement. Un regard furtif vers l'inspecteur Blackwood, qui se tenait près de la porte. Marco s'approcha encore plus, tendit doucement la main et saisit la manche gauche de la chemise de Clayton entre deux doigts. Ce bouton, un peu de jeu. Le fil est neuf. Quelqu'un l'a resserré récemment. Il leva lentement les yeux vers le visage de Clayton. Quand un homme est nerveux, il touche le poignet de sa chemise, et quand il ment, il le touche davantage. Il le lâcha et recula d'un pas. « Vous savez quelque chose sur la dame du tableau, Sir Clayton? Pas qui l'a touchée, mais pourquoi ?» Clayton ne répondit pas. Il resta silencieux, le visage pâle, les mains croisées derrière le dos. Marco eut un léger sourire, puis se tourna vers la porte. « Nous nous reparlerons, monsieur, quand votre mémoire sera plus claire. » Dans une petite pièce au sous-sol, une pièce froide et humide qui sentait le charbon et le thé fort, le gardien de nuit était assis sur une vieille chaise en bois, ses mains ridaires enroulées autour d'une tasse de thé chaud. C'était un homme de 70 ans, petit, le dos voûté et aux yeux bleus délavés. Il s'appelait Thomas Burt et travaillait comme gardien de nuit au musée depuis 30 ans. Marco s'assit en face de lui, sur une autre chaise, les coudes sur les genoux, légèrement penchés en avant, écoutant calmement. « Je n'ai rien vu, monsieur, » dit le gardien d'une voix tremblante. « Juste des ombres. »« Des ombres, » répéta doucement Marco. « C'est un bon mot. En italien, nous disons « ombra ». Cela sonne plus doux, n'est-ce pas? Comme un ami, pas un ennemi. Le gardien leva les yeux, un peu surpris par la douceur du ton. Marco sourit et poursuivit. « Parlez-moi des ombres, monsieur Burt. Étaient-elles grandes, petites? Avez-vous senti une odeur de peinture ou de parfum? Ou peut-être de fumée ?» Le gardien s'arrêta, les yeux s'écarquillant légèrement. « De la fumée, oui, de la fumée de tabac, du tabac turc, je crois. Une odeur forte, étrange. » Marco regarda l'inspecteur Blackwood et dit calmement « Du tabac turc dans le Londres victorien, cher, rare. Cette ombre a de l'argent. » 1 heure plus tard, Marco retourna dans la grande salle, seul cette fois. Le musée avait fermé ses portes au public et le silence était absolu, lourd, presque audible. La lumière tamisée des lampes à gaz dessinait de longues ombres sur les murs, et les pas de Marco résonnaient clairement. Il se tint à nouveau devant le tableau. Cette fois,
Il sortit une petite loupe de sa poche et commença à examiner le cadre en bois avec une extrême minutie. Et là, dans le coin inférieur droit, il remarqua quelque chose, une minuscule trace de peinture bleue, fraîche, pas plus grosse qu'une tête d'épingle. Il l'examina à la loupe. La peinture n'avait pas encore tout à fait séché. « Quelques heures », murmura-t-il pour lui-même, « peut-être moins. » Puis, il regarda le verre protecteur du tableau. Et là, à peine visible, une petite empreinte, une empreinte digitale. Il sortit un mouchoir blanc de sa poche, le posa délicatement sur l'empreinte, puis le releva avec précaution. Petite, des doigts de femme, peut-être, ou un homme aux mains fines. Il regarda à nouveau le tableau, ses yeux mouvant lentement. Puis il remarqua quelque chose d'étrange. Le bord inférieur du tableau dépassait légèrement du cadre, une très petite distance, pas plus d'1 millimètre, mais suffisante. Il tendit la main et poussa doucement le verre. Il glissa légèrement. Il sourit. Quelqu'un a ouvert le verre, puis l'a remis à la hâte. Puis un geste prudent, il souleva entièrement le verre et l'écarta. Et là, coincé entre le bord du tableau et le cadre, un petit papier plié. Il le sortit avec précaution et l'ouvrit lentement. C'était un dessin au crayon, une esquisse du même visage. Mais cette femme souriait. À 11 heures du soir, le musée était plongé dans une obscurité quasi totale. Les lampes à gaz étaient éteintes et les grandes fenêtres ne laissaient entrer que de fins filets d'un clair de lune blafard. Marco marchait silencieusement à travers les salles, portant une petite lanterne à la main, la lumière tremblotant sur les murs. Il cherchait quelque chose qui ne collait pas, quelque chose de caché. Il arriva dans un couloir latéral étroit menant à l'aile des peintures italiennes. Et là, il remarqua quelque chose d'étrange. Le mur en bois semblait différent. Il s'approcha et passa lentement sa main sur le bois. Il était lisse, mais au milieu, il remarqua une ligne fine, presque invisible. Il appuya avec ses doigts. Rien. Il essaya encore, cette fois avec une légère inclinaison. Un faible cliquetant se fit entendre. Puis, une partie du mur glissa sur le côté, révélant une petite porte. Marco sourit. « Bene. » Il poussa la porte et entra. C'était une petite pièce, étroite, sans fenêtre. Une forte odeur de solvant et d'huile emplissait l'air. Et sur une table en bois, au centre, il y avait des outils. Des pinceaux fins, des petites fioles de peinture, des chiffons tachés de couleurs. Et sur le mur du fond, posé sur un chevalet en bois, il y avait un tableau. Le même tableau. La même femme. Mais cette fois, elle souriait. Marco se tint devant elle, silencieux, immobile, fixant ce sourire léger, mystérieux, qui semblait presque inexistant. « 2 tableaux, » murmura-t-il pour lui-même. « Tous les deux authentiques. Mais l'un sourit et l'autre non. » Il s'approcha davantage et leva la lanterne. La peinture était vieille, craquelée par endroits, terne, réelle. Ce n'était pas une copie falsifiée. C'était le tableau original. Alors, celui qui est dans la salle. Il s'arrêta. Il tourna lentement la tête. Il avait entendu quelque chose. Un bruit léger, à peine audible. Le bruit d'un pied sur le plancher en bois. Quelqu'un était ici. Il éteignit rapidement la lanterne. L'endroit plongea dans l'obscurité totale. Il resta immobile, retenant son souffle, écoutant. Le bruit se rapprocha, dépalant, prudent. Puis ils s'arrêtèrent. Un long silence, effrayant. Puis, il entendit une voix, un murmure faible, très proche, juste derrière lui. Intelligent.
très intelligent. Marco ne bougea pas. Il ne se retourna pas. Il dit simplement, d'une voix calme, comme s'il parlait à un vieil ami. L'ombre qui sent le tabac turc. Bonsoir. Un rire discret, froid. Comment avez-vous su que j'étais là? Je ne le savais pas, répondit Marco en se retournant lentement, les mains dans les poches, parfaitement calme. Mais je l'espérais. Dans l'obscurité, il ne pouvait pas voir le visage, juste une ombre, grande, mince, se tenant à quelques pas. « Pourquoi cacher le sourire ?» demanda doucement Marco. « Qu'est-ce qui rend le sourire d'une femme morte depuis 120 ans si dangereux ?» Silence. Puis la voix dit, « Parce que le sourire est un aveu. » Un aveu de quoi? Qu'elle était heureuse. Et quand une femme est heureuse, cela signifie que quelqu'un l'aimait. Il fit une pause, puis poursuivit d'un ton plus dur. Et quand quelqu'un aime, cela signifie que quelqu'un d'autre n'était pas aimé. Marco commença à comprendre. Le peintre, Moretti, il n'a pas disparu, n'est-ce pas? Non. Il a été tué. Oui. À cause de cette femme. Oui. Un silence lourd. Puis Marco demanda « Et qui l'a tué ?» La voix rit encore une fois, mais cette fois le rire était plus proche, plus dangereux. C'est une question dont vous ne connaîtrez pas la réponse, Monsieur Grazzi. Marco entendit un mouvement rapide. Quelque chose brilla dans l'obscurité. Une lame, un couteau, peut-être autre chose. Mais il ne bougea pas. Il dit simplement, avec le même calme, « Si vous comptez me tuer, monsieur, sachez que l'inspecteur Blackwood sait que je suis ici, et si je ne sors pas dans 10 minutes, il viendra avec 20 hommes. » Silence. Puis il entendit des pas s'éloigner, rapidement cette fois. Le bruit d'une porte qui s'ouvre, puis se referme. Puis le silence. Marco ralluma la lanterne et éclaira la pièce. Il était seul. Sur le sol, près de son pied, quelque chose de petit était tombé. Il se pencha et le ramassa. Un bouton. Un petit bouton en tissu noir avec un fil d'or fin. Un bouton d'un manteau coûteux. Il sourit. Grazie. La porte de la pièce secrète s'ouvrit violemment, et l'inspecteur Blackwood entra précipitamment, haletant, le visage rouge d'avoir couru, suivi de 3 policiers portant des lanternes. « Grady, êtes-vous » Marco leva la main, souriant calmement. « Vivant ? Oui. Un peu frustré ? Aussi, oui. Il s'est enfui avant que je ne voie son visage. » Blackwood regarda autour de lui, la pièce, les outils, puis le tableau sur le chevalet. « Mon Dieu ! 2 tableaux ?» « Oui, » dit Marco en dépoussiérant négligemment son manteau. « L'original est ici, et l'autre dans la salle. Une copie, mais une copie ancienne aussi. Peut-être peinte par Moretti lui-même. » Pourquoi ? Parce qu'il aimait cette femme. Il l'aimait tellement qu'il l'a peinte 2 fois. Une fois avec un sourire, quand elle était heureuse, et une fois sans sourire, quand elle ne l'était plus. Il s'arrêta, puis ajouta d'une voix plus sérieuse. Puis il a été tué. La nuit même où il a terminé les 2 tableaux. Qui l'a tué ? Je ne sais pas encore, mais je sais que le tueur, ou l'un de ses descendants, est toujours en vie. Et il a toujours peur du sourire d'une femme morte. Il sortit le bouton de sa poche, le plaça dans la paume de sa main et le leva devant Blackwood. Et ceci nous mènera à lui. Blackwood regarda le bouton, puis Marco, et dit avec prudence « Et maintenant ?» Marco eut un léger sourire. « Maintenant, inspecteur, nous cherchons un homme qui possède un manteau onéreux.
fume du tabac turc et détient un secret que le passé menace de révéler. Il fit une pause, puis ajouta calmement « Et nous cherchons la raison pour laquelle quelqu'un, aujourd'hui, après 120 ans, a échangé les deux tableaux. Pourquoi maintenant ? Parce que quelque chose a changé. Quelque chose s'est produit récemment qui a rendu ce vieux secret à nouveau dangereux. » À 1 heure du matin, Marco Grazzi retourna à son petit appartement dans le quartier de Bloomsbury. C'était un appartement modeste, au 3e étage d'un vieux bâtiment, avec une grande fenêtre donnant sur une rue étroite et pavée. La pièce était moitié atelier, moitié bureau, une table en bois couverte de papier et de dessins, un chevalet dans un coin, des étagères remplies de livres et de petites boîtes métalliques pleines de pigments. Et sur le mur, une grande carte de Londres, marquée de repères colorés au crayon, rouge, bleu, vert, chaque marque indiquant une vieille affaire ou une question sans réponse. Marco retira son manteau et l'accrocha à un vieux porte-manteau en bois près de la porte, puis marcha vers la table. Il alluma une bougie et s'assit. Il sortit son petit carnet et l'ouvrit à une page blanche. Il commença à y écrire, d'une écriture précise et lente. La peinture n'est pas seulement de l'art, c'est une mémoire. Et la mémoire, lorsqu'elle est cachée, devient une arme. Il s'arrêta, puis dessina rapidement le visage de la femme, les yeux différents, le léger sourire. Puis il écrivit en dessous « Qui a peur du sourire d'une femme morte depuis 120 ans ? Et pourquoi maintenant ?» Il leva les yeux vers la fenêtre. Dehors, Londres dormait silencieuse, grise comme à son habitude. Mais Marco savait, sous le gris, il y a toujours du rouge. Il posa le stylo et éteignit la bougie. Dans l'obscurité, il murmura pour lui-même en italien « Buonanotte, signora. Domani troverò la tua verità. » Bonne nuit, madame. Demain, je trouverai votre vérité. Le lendemain matin, Grazzi était assis dans un petit café de Strand. Le café était calme, chaleureux, empli de l'odeur du café fraîchement torréfié et du pain tout juste sorti du four. Les vitres, embuées de l'intérieur, laissaient entendre la pluie qui tapotait doucement le verre depuis l'extérieur. Devant lui, sur la table en bois, se trouvaient 3 objets. Une tasse de café italien, noir, fort, sans sucre. Son petit carnet en cuir, ouvert sur une page remplie de croquis et de notes. Et le bouton noir au fil doré. Il le fixait, le tournant entre ses doigts, l'examinant avec soin sous la lumière de la petite bougie posée sur la table. Le tissu était une laine de grande qualité, au tissage fin et doux. Le fil doré était brodé selon un motif précis. Une seule lettre, minuscule, à peine visible. C'est un nom ou un symbole, murmura-t-il pour lui-même. Il leva les yeux lorsqu'il entendit des pas s'approcher. L'inspecteur Blackwood venait d'entrer, portant un gros manteau trempé par la pluie et un chapeau noir dont l'eau dégoulinait. Il retira son chapeau et s'assit face à Marco d'un geste fatigué. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda Blackwood, en commandant une tasse de thé. « Peut-être, » répondit Marco, en poussant le bouton vers lui sur la table. Ce bouton provient d'un manteau de noble, très cher. Et regardez ici, la lettre. Blackwood sortit une petite paire de lunettes de sa poche, les posa sur son nez et examina le bouton. C'est... Cela pourrait être un nom de famille ou un symbole. À Londres, seuls 3 tailleurs fabriquent des boutons d'une telle précision. Carlyle, Chesterfield et Collingwood. Et tous commencent par C. Oui, mais Collingwood est le seul à utiliser des fils d'or. Il coud uniquement pour la famille royale et les grands nobles. Blackwood regarda Marco avec une admiration discrète. « Comment savez-vous tout cela ?» Marco sourit légèrement. « Parce que nous sommes Italiens, inspecteur. Et nous, les Italiens, nous comprenons l'élégance. » À midi,
Marco et Blackwood se tenaient devant la vitrine d'une petite boutique élégante dans Savile Row, la rue la plus prestigieuse de Londres pour les vêtements sur mesure. L'enseigne en bois, au-dessus de la porte, portait des lettres dorées, raffinées. Collingwood et Fils, haute couture, depuis 1782. Ils entrèrent. La boutique était petite, mais luxueuse d'une manière subtile. Les murs, recouverts de bois sombre, étaient bordés de rouleaux de tissus précieux. Laine, soie, cachemire. Dans un coin, une grande table de bois portait une paire de ciseaux en argent et un ruban de mesure jaune. Derrière la table était assis un vieil homme d'environ 70 ans. Mince, aux cheveux blancs poignés en arrière, portant des lunettes demi-lune. Il cousait quelque chose entre ses mains d'un geste précis et lent, comme s'il accomplissait un rituel sacré. Il leva les yeux lorsqu'ils entendirent des pas. « Bonjour, messieurs. Que puis-je faire pour vous ?» Marco avança et sortit le bouton de sa poche, le posant délicatement sur la table. « Ce bouton, c'est l'un de vos, n'est-ce pas ?» Le vieil homme s'arrêta. Il regarda le bouton, puis leva lentement les yeux vers Marco. « Vous n'êtes pas anglais. Italien. Je vois. Oui, c'est mon travail. Où l'avez-vous trouvé ?» Blackwood répondit d'un ton officiel. « Cela fait partie d'une enquête. Nous devons savoir à qui appartient ce bouton. » Le tailleur resta silencieux un instant, puis prit le bouton entre ses doigts pour l'examiner. Un manteau d'hiver, en cachemire noir, fil doré au motif particulier. Ce manteau, je l'ai fabriqué il y a 8 mois. Pour qui ? Il hésita, puis répondit avec précaution. « Je ne peux pas révéler les noms de mes clients, monsieur. Cela va à l'encontre de la politique de la maison. » Marco avança d'un pas, le regard calme mais ferme. « Monsieur Collingwood, un homme a tenté de me tuer hier soir. Et ce bouton est la seule preuve que j'ai. Si vous ne m'aidez pas, cet homme restera libre. Et il pourrait tuer encore. » Long silence. Puis, le tailleur soupira doucement. « Le manteau appartenait à Sir Anthony Clark, de la famille noble Clark. Il réside à Belgravia. »« Clark, » répéta Marco lentement. « Savez-vous autre chose à son sujet ? Un homme riche, 50 d'années, collectionne les vieux tableaux et très réservé. Il parle rarement même quand je prends ses mesures. » Marco regarda Blackwood. Un homme qui collectionne des tableaux et qui a peur du passé. Intéressant. Le soir venu, Marco et Blackwood se tenaient devant un immense palais en pierre grise dans le quartier de Belgravia, l'un des plus prestigieux de Londres. Le palais était somptueux, mais froid. Ses grandes fenêtres étaient couvertes de lourds rideaux, et le jardin à l'avant semblait légèrement négligé, arbres non taillés, herbes hautes. Ils gravirent les marches de pierre, et Blackwood frappa vigoureusement à la porte. Une minute passa. Puis, la porte s'ouvrit. Un vieux majordome, vêtu d'un uniforme noir impeccable, au visage pâle et impassible, les regarda froidement. « Oui ?» Blackwood répondit d'un ton officiel. « Inspecteur Blackwood de Scotland Yard, nous souhaitons voir Sir Anthony Clark. » « Monsieur Clark ne reçoit pas de visiteurs sans rendez-vous. »« Ce n'est pas une demande, » dit Blackwood avec fermeté. « Il s'agit d'une enquête officielle. » Le majordome hésita un instant, puis ouvrit complètement la porte et leur fit signe d'entrer. À l'intérieur du palais, l'atmosphère était froide, sombre. Les longs couloirs étaient éclairés par de faibles lampes à gaz et les murs couverts de grandes toiles, paysages, portraits anciens, scènes de bataille historiques. Mais Marco remarqua quelque chose. Toutes les peintures étaient italiennes. École de Florence, Venise,
Rome, murmura-t-il en marchant lentement, les yeux passant d'un tableau à l'autre. Cet homme, il ne collectionne pas l'art, il collectionne l'Italie. Ils arrivèrent enfin dans une grande salle au bout du couloir. Le majordome frappa doucement, puis ouvrit la porte. « Monsieur, l'inspecteur Blackwood et un invité. » Une voix, venant de l'intérieur, profonde et froide, « Faites-les entrer. » 4e partie. Sir Anthony Clark, l'homme qui collectionne les secrets. La pièce était une immense bibliothèque. Les murs étaient couverts de hautes étagères remplies de livres. Une grande cheminée diffusait une faible lueur et de longues fenêtres donnaient sur un jardin sombre. Au centre, derrière un large bureau en bois, se trouvait un homme, Sir Anthony Clark, homme d'une 50aine d'années, grand, mince, cheveux noirs mêlés de gris soigneusement peignés en arrière. Son visage pâle, aux traits aiguisés, était surmonté de yeux sombres et froids, semblables à de la pierre. Il portait un élégant costume noir, et à sa main gauche une grosse bague en or sertée d'une pierre rouge. Il ne se leva pas, ne sourit pas. Il les observa en silence, puis parla d'une voix sèche. « Inspecteur Blackwood, à quoi dois-je cette visite inattendue ?» Blackwood fit un pas en avant, mais Marco fut plus rapide. Il s'avança vers le bureau, se plaça juste devant lui et fixa Clark calmement. « Vous étiez au Musée national la nuit dernière. »« Moi ? Je ne crois pas. »« Si. Dans la salle secrète, derrière la galerie des peintures italiennes. » Silence. Puis Clark esquissa un sourire froid, ironique. « Et qu'est-ce qui vous fait penser cela, monsieur ?»« Grazzi, Marco Grazzi. Italien, bien sûr. » Il le regarda avec un léger mépris. « Alors, monsieur Grazzi, quelle est votre preuve ?» Marco sortit le bouton de sa poche et le posa délicatement sur le bureau, juste devant Clark. « Ceci. » Clark regarda le bouton, mais son expression ne resta pas inchangée. « Un bouton. Et alors ? » « Ce bouton provient de votre manteau. Il est tombé lorsque vous avez fui la salle. Je n'ai pas de manteau comme celui-ci. Si, vous en avez un, confectionné par le tailleur Collingwood il y a 8 mois. Cachemire noir, bouton en fil d'or. » Silence. Puis Clark dit d'une voix encore plus froide. « Même si cela est vrai, cela ne prouve pas que j'étais au musée. Le manteau a peut-être été volé. Le bouton peut avoir été perdu ailleurs. » Marco esquissa un léger sourire. « Certes, mais il y a autre chose. » Il fit un pas en avant et désigna les étagères derrière Clark. Tous ces livres sur l'art italien, Florence, Venise, Rome, et toutes les peintures dans vos corridors, italiennes. Il marqua une pause, puis poursuivit d'une voix plus douce. « Vous ne collectionnez pas l'art, Sir Clark. Vous cherchez quelque chose. » Un lourd silence emplissait la pièce. Puis Clark parla d'une voix plus basse, plus dangereuse. « Et que pensez-vous que je cherche ? Un passé que vous craignez de voir surgir, un secret lié à une peinture, à un peintre et à une femme. » Il s'arrêta puis dit clairement « Alessandro Moretti. » Le visage de Clark changea. Pour la première fois,
Sa froideur disparut, laissant place à autre chose. Tension, peur, colère refoulée. Il se leva lentement de son siège, grand, intimidant dans son silence. « Sortez de ma maison, maintenant !» Mais Marco ne bougea pas. « Pourquoi avez-vous tué Moretti ? » ?»« Je n'ai tué personne. »« Non, mais votre grand-père l'a fait. » Un long silence s'installa. Puis Clark se rassit lentement, comme vidé soudainement. Il posa ses mains sur le bureau, fixa le petit bouton noir, puis parla d'une voix fatiguée, résignée. « Comment avez-vous su ?» Marco s'assit sur une chaise en face du bureau, calmement, comme s'ils étaient deux vieux amis. « Parce que tout le suggère. Le tableau, le sourire coché, la disparition de Moretti cette même nuit. Et vous, un homme qui collectionne tout ce qui concerne l'Italie, comme si vous cherchiez quelque chose ou essayiez de le cacher. » Clark soupira, puis commença à parler d'une voix basse, racontant une vieille histoire douloureuse. « Mon grand-père. Il s'appelait Charles Clark, noble, riche. Il voyagea en Italie en 1804. Là, à Florence, il rencontra une femme. Il s'interrompit, puis reprit Isabella. Fille d'un pauvre marchand italien, belle, très belle. Il tomba amoureux. Il demanda sa main, mais... Silence. « Mais quoi ?» demanda Marco calmement. « Mais elle aimait un autre homme, un jeune peintre, pauvre, talentueux, Alessandro Moretti. » Il ferma les yeux un instant, puis continua. « Mon grand-père essaya de l'acheter. Il offrit de l'argent, un titre, une vie en Angleterre à sa famille. Celle-ci accepta. Mais Isabella refusa. Alors, que fit-il ? Il l'obligea. Il l'épousa de force et l'emmena à Londres. Et Moretti ? Il la suivit, peignit 2 portraits d'elle, l'un où elle souriait, se souvenant de leur amour, l'autre après qu'elle fut forcée au mariage, perdant son sourire. Il s'interrompit, puis murmura, la voix étranglée. Et la nuit où il termina les 2 tableaux, mon grand-père le tua. Un long silence s'installa. Puis Marco demanda « Et Isabella ?» Elle mourut 1 an plus tard. On dit de maladie, mais la vérité, elle mourut de chagrin. Il soupira, puis continua. Mon grand-père conserva le tableau sans sourire et cacha l'autre, car le sourire était la preuve qu'elle avait aimé un autre homme, et cela était une honte insupportable pour une famille noble. Et vous, maintenant, après 120 ans, pourquoi tenter de cacher la vérité ? Clark le regarda avec des yeux fatigués. Parce que ma famille est bâtie sur un mensonge, sur un crime. Si la vérité éclate, si les gens apprennent que mon grand-père était un meurtrier et que son mariage fut forcé, tout s'écroulera. Titre, réputation, fortune. Silence, puis il ajouta avec amertume. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Marco se leva lentement et se tint devant la grande fenêtre, regardant le jardin sombre à l'extérieur. Long silence. Puis,
Il parla d'une voix calme, contemplative. « Le passé ne disparaît jamais, sœur Clark. Peu importe combien nous essayons de l'enterrer. Il revient toujours, d'une manière ou d'une autre. » Il se tourna vers lui. « Mais je comprends. Vous n'avez pas tué Moretti. Votre grand-père l'a fait. Et vous essayez seulement de protéger votre famille. » Il regarda Blackwood, puis demanda « Inspecteur, qu'en pensez-vous » Blackwood soupira, puis répondit d'une voix hésitante « La loi dit que on ne peut juger un homme mort. Son grand-père a tué Moretti il y a 120 ans, et lui-même n'a commis aucun meurtre. Il a seulement essayé. Oui, mais il regarda Clark, puis Marco. Il n'y a pas de preuve irréfutable. Un bouton seul ne suffit pas. » Marco esquissa un léger sourire, triste. « Je sais. » Il s'avança vers le bureau, ramassa le bouton et le mit dans sa poche. Puis il dit calmement « Je laisserai la loi à l'inspecteur, sœur Clark, mais je vous demanderai une chose. » « Quoi donc ?»« Le tableau, celui avec le sourire. Remettez-le au musée, à côté de l'autre, et laissez les gens connaître la vérité. » « Mais cela détruirait ma famille. » »« Non, cela la libérera. » Silence. Puis Marco dit d'une voix plus douce « Isabella mérite d'être rappelée, non pas comme une épouse forcée, mais comme une femme qui a aimé. Et Moretti mérite d'être reconnu, non pas comme un artiste disparu, mais comme un artiste tué par amour. » Il s'interrompit, puis ajouta d'une voix plus douce « Et la vérité, sœur Clark, ne détruit pas, elle purifie. » 2 semaines plus tard, par un rare matin printanier ensoleillé à Londres, une nouvelle salle fut inaugurée au Musée national. Une petite salle, calme, dédiée à l'art italien du XIXe siècle. Et sur le mur principal, côte à côte, 2 tableaux étaient exposés. Le premier tableau, une femme au visage pâle, beau, silencieux, sans sourire. Le deuxième tableau, la même femme, mais cette fois, elle souriait. Un sourire léger, délicat, comme porteur d'un secret magnifique. Sous les 2 tableaux, une petite plaque de cuivre portait l'inscription « Isabella Moretti, 1782-1806 », peinte par son mari Alessandro Moretti avant sa disparition mystérieuse à Florence, 1805. Marco se tenait seul devant les tableaux, les mains derrière le dos, regardant le sourire en silence. L'inspecteur Blackwood s'approcha derrière lui et se plaça à ses côtés. « Clark l'a fait. Il a rendu le tableau. Et il a même fait un généreux don au musée. »« Je sais. Mais il n'a pas révélé la vérité. Il n'a pas dit que son grand-père avait tué Moretti. »« Peu importe. La vérité est là maintenant, dans les 2 tableaux. Et c'est suffisant. » Silence, puis il ajouta calmement. Isabella sourit à nouveau. « Et ça, c'est la véritable justice. » Blackwood le regarda, puis demanda avec curiosité. « Dis-moi, Grazzi, comment as-tu su dès le début qu'il y avait 2 tableaux ?» Marco sourit. « Parce que le vrai peintre ne peint jamais une femme qu'il aime une seule fois. Il la peint 2 fois. Une fois comme le voit le monde, et une fois comme la voit son cœur. » Cette nuit-là, Marco retourna dans son petit appartement de Bloomsbury. Il s'assit devant sa table et ouvrit son carnet. Il écrivit d'une main calme et précise. Affaire numéro 1. Le tableau de la dame qui ne souriait pas. Clos. Vérité. Moretti n'a pas disparu. Il a été tué. Coupable. Charles Clark, mort depuis 120 ans. Justice. Les 2 tableaux ensemble maintenant. Isabella sourit à nouveau. Leçon. Le passé ne meurt jamais. Il attend. Il s'arrêta, puis dessina rapidement
Le visage d'Isabella, le sourire léger, et les yeux regardant quelque chose au loin. Puis, il referma le carnet. Il se leva et se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur la rue tranquille de Bloomsbury. Dehors, Londres dormait encore. Les lumières des lampadaires vacillaient dans l'obscurité, et le brouillard glissait lentement entre les anciens bâtiments. Il alluma une petite cigarette, s'appuya au cadre de la fenêtre, regardant la ville grise, et pensa à Isabella, à Moretti, à l'amour tué avant de vivre, au sourire qui avait été volé, puis rendu, après un siècle entier. Il murmura pour lui-même, en italien, d'une voix faible. L'arte non mente mai, gli uomini mentono, ma l'arte ricorda. L'art ne ment jamais, les hommes mentent, mais l'art se souvient. Puis il esquissa un léger sourire, triste, et éteignit sa cigarette. Demain, une nouvelle affaire commencerait, une nouvelle énigme, et une nouvelle vérité attendrait d'être révélée. Car Londres est pleine de secrets, et Marco Grazzi ne sait pas s'arrêter de chercher.